Al-Jebr ou Al-Muqabala, la restauration et la confrontation, deux opérations de base pour une nouvelle discipline. Ces deux opérations lui ont aussi donné son nom, d'abord dans les pays de langue arabe, où elle est née. Que Al-Khawarizmi ait donné son nom aux algorithmes et son livre à l'algèbre, vous le saviez avant d'ouvrir ce site. Vous savez aussi qu'Al-Khawarizmi était originaire du Khwarezm, qui est une région de l'Ouzbékistan actuel, au sud de la mer d'Aral. C'est là que se trouve cette statue qui n'a aucune chance d'être ressemblante, parce qu'en fait, on ne sait pas grand-chose de lui. Il était pensionnaire de la Maison de la Sagesse, cette espèce de centre de recherche avant l'heure créé à Bagdad par les califes abbassides. Et tant qu'à se vautrer dans les anachronismes, le sponsor d'Al-Khawarizmi était le calife Al-Mamoun, auquel il ne pouvait pas faire moins que de dédier son livre. La faveur que Dieu a accordée à l'imam Al-Mamoun, prince des croyants, outre le califat dont il lui a consenti l'héritage, l'a investi de l'habit et l'a orné du lustre. En plus de cela, le désir des belles lettres, de s'attirer ceux qui s'y adonnent, de se les approcher, de répandre sur eux sa protection et de les aider à éclaircir ce qui était impénétrable et à faciliter ce qui était difficile, m'ont exhorté à composer dans le calcul de l'algèbre et Al-Muqabala un livre concis. J'ai voulu qu'il renferme ce qui est subtil dans le calcul et ce qui est en lui le plus noble, ce dont les gens ont nécessairement besoin dans leurs arbitrages, leurs héritages, leurs legs, leurs partages, leurs commerces et dans tout ce qu'ils traitent les uns avec les autres, lorsqu'il s'agit de l'arpentage des terres, de la percée des canaux, de la mensuration et d'autres choses relevant du calcul et de ces sortes. Mais ce dont les gens ont nécessairement besoin dans leurs héritages, c'est la seconde partie du livre. C'est plutôt éloigné de l'algèbre théorique qui est exposé dans la première partie. Tellement que les problèmes d'héritage seront considérés par les successeurs d'Al-Khawarizmi comme une discipline à part. Et tellement aussi que nous allons oublier dans cette histoire que le livre d'algèbre et d'Al-Muqabala a deux parties. Ce sera déjà pas mal de vous donner une idée de la première. Elle débute par une affirmation. J'ai trouvé les nombres dont on a besoin dans le calcul d'algèbre et Al-Muqabala selon trois modes qui sont les racines, les carrés et le nombre simple qui n'est rapporté ni à une racine ni à un carré. Le mot carré est mis en italique parce que ce n'est pas nécessairement un carré au sens géométrique. En fait, dans le texte arabe, le mot pour carré est mal, qui désigne un bien ou une fortune. Comme les nombres simples, c'est-à-dire les constantes, sont exprimés en dirhams, il est normal de les égaler à des fortunes. Voyez là une particularité de l'algèbre à ses débuts. Il y a en fait deux inconnues, dont l'une est le carré de l'autre, le bien et la chose. À partir de là, deux points de vue sont possibles. Soit on cherche une fortune à partir d'une relation la reliant à sa racine et des nombres simples, soit on cherche une chose à partir d'une relation qui la relie à son carré et des nombres simples. Parmi ces trois modes, certains sont égaux aux autres. Par exemple, lorsqu'on dit des carrés sont égaux à des racines, des carrés sont égaux à un nombre et des racines sont égales à un nombre. Désigner la fortune par grand X et sa racine par petit x, comme vous le voyez au-dessous, est parfaitement anachronique. De même que noter A, B ou C les coefficients. Notre algèbre littérale ne s'est imposée que 9 siècles plus tard. Elle est utilisée ici pour faciliter la lecture, rien de plus. Souvenons-nous simplement que grand X est égal à petit x au carré. Moyennant quoi, les trois types d'équations simples sont a grand X égale b petit x, a grand X égale c
et b petit x égale c. J'ai trouvé que ces trois modes, les racines, les carrés et le nombre, se combinent. Et on aura les trois genres combinés qui sont des carrés plus des racines sont égaux à un nombre, des carrés plus un nombre sont égaux à des racines plus un nombre sont égaux à des carrés. Vous avez en dessous la traduction avec les grands X pour les carrés, les petits x pour les racines. Pensez que les coefficients a, b, c sont des entiers ou parfois des rationnels, toujours strictement positifs. C'est le fait de ne pas admettre des nombres négatifs ou nuls qui conduit à 6 types d'équations, là où nous ne voyons que des cas particuliers de l'équation ax2 plus bx plus c égale 0. Du temps d'Al-Khawarizmi, égaler une quantité concrète à 0 aurait semblé absurde. Les carrés plus les racines égaux à un nombre, c'est par exemple lorsque tu dis un carré plus 10 racines sont égaux à 39 dirhams. Pour nous, ce serait l'équation x2 plus 10x égale 39. Comment Al-Khawarizmi la résout-il ? Partage en deux moitiés le nombre des racines. Il vient dans ce problème 5, que tu multiplies par lui-même, on a 25. Tu l'ajoutes à 39, on aura 64. Tu prends la racine qui est 8, de laquelle tu soustrais la moitié du nombre des racines qui est 5. Il reste 3, qui est la racine du carré que tu veux, et le carré est 9. La méthode consiste à compléter le premier membre en un carré, comme vous le voyez. Remarquez que seule la racine carrée positive est considérée. Al-Khawarizmi donne des méthodes analogues pour les deux autres types d'équations combinées, puis il dit « Quant aux trois sortes qui restent, dans lesquelles on a besoin de partager en deux moitiés le nombre des racines, je les ai décrites au moyen de procédés véritables, et j'ai façonné pour chacun de ces procédés une figure par laquelle on décèle la cause de cette partition en deux moitiés. » En fait, pour le premier type, Al-Khawarizmi donne deux figures. Dans la première, il borde le carré bleu inconnu par 4 rectangles verts. Il reste à compléter par 4 petits carrés rouges pour obtenir la figure totale. Dans la seconde figure, le carré inconnu bleu est bordé par 2 rectangles. Il manque un carré de surface 25, rouge, pour compléter la figure. Bien sûr, les deux figures sont des réarrangements l'une de l'autre. Mais au fait, cette façon de résoudre les équations du second degré est-elle vraiment nouvelle ? Eh bien non, pas du tout. Elle est extrêmement ancienne. Les Mésopotamiens procédaient ainsi 18 siècles avant Jésus-Christ. Dans les éléments d'Euclide, les propositions 5 et 6 du second livre traitent des équations du second degré générales sous forme géométrique. Et les éléments d'Euclide étaient bien connus déjà du temps d'Al-Khawarizmi. Diophante savait résoudre des équations allant bien au-delà du second degré. Mais Al-Khawarizmi l'ignorait. Les arithmétiques de Diophante n'avaient pas encore été traduites. Mais peu importe, on ne pouvait pas considérer comme nouveau le fait de manipuler des inconnus, d'écrire et de résoudre des équations. Mais alors, qu'y a-t-il de fondateur dans le livre d'Al-Khawarizmi ? D'abord, un classement systématique des équations du second degré et un traitement général simple de chaque type. Ensuite, il y a un degré d'abstraction inconnu jusqu'alors. Même si Al-Khawarizmi recourt aux figures géométriques pour démontrer ses algorithmes de calcul, il est clair dans le livre qu'il ne se contraint pas
à rester dans le cadre des carrés et des rectangles. Enfin, et surtout, on trouve chez Al-Khawarizmi une systématisation des procédures qui fait de la nouvelle discipline un outil puissant de résolution des équations, même au-delà du second degré. En donnant à sa méthode les deux noms d'Al-Jebr et Al-Muqabala, Al-Khawarizmi ne s'y est pas trompé. Il établit une méthodologie nouvelle. Voici les deux mots écrits en arabe dans la première version occidentale imprimée. Ce sont ces deux mots qui désigneront la discipline pendant une bonne dizaine de siècles dans les pays de langue arabe. L'Occident, à partir de la Renaissance, ne retiendra que le premier des deux mots, algèbre. Que sont donc ces deux opérations ? Pour nous, cela paraît tout simple. Algèbre, la restauration, consiste à ajouter aux deux membres d'une équation ce qu'il faut pour faire disparaître les termes négatifs. Al-Muqabala, la confrontation, consiste à regrouper les termes d'une même puissance. En combinant les deux, on ramène n'importe quelle équation du second degré à l'un des 6 types de base. Al-Khawarizmi rajoute d'autres opérations, comme ce que nous appelons normalisation, qui consiste à multiplier ou diviser tous les coefficients de manière à ce que le coefficient de plus haut degré soit 1. Le rapport entre les délires loufoques de Don Quichotte et la rigueur de l'algèbre ne vous saute pas immédiatement aux yeux, mais je ne peux pas vous donner tort. Souvenez-vous, les aventures du chevalier à la triste figure se terminent mal pour lui, du moins le plus souvent. Pourtant, il y a dans la seconde partie un épisode où c'est Don Quichotte qui gagne. Il rosse 2 compères qui s'étaient mis en tête de le guérir de sa folie. Des 2 compères, Samson est le plus durement touché. Il ne souhaite plus guérir Don Quichotte, mais se venger de lui, tant la douleur de ses côtes est grande. En raisonnant ainsi, dit le texte, ils arrivèrent à un village où par chance se trouvait un algébrista, grâce à qui le malheureux Samson fut soigné. Attendez un peu, si les algébristes étaient capables de soigner quoi que ce soit, fût-ce une migraine, ça se saurait, vous ne croyez pas ? Pourtant, à l'époque de Cervantes, c'était le cas. Voyez ici les institutions que Sa Majesté Philippe III a ordonné à son médecin Luis Mercado d'écrire pour le profit et examen des algébristes. On y décrit, précise la couverture, les différences entre les articulations et les manières qu'elles ont de se démettre, et donc comment on peut et on doit les réduire pour les remettre en place. Le livre est abondamment illustré et permet donc de se faire une idée précise des outils du métier d'algébriste. Je ne sais pas vous, mais moi, vu l'appareillage, je préfère avoir affaire à un algébriste moderne qu'à un algébrista du temps de Cervantes. Reste qu'il n'y a bien qu'une seule étymologie. Algébrista comme algèbre vient du mot arabe algèbre qui signifie restauration, remise en place. Algébrista avait le sens originel de rebouteux en français. Si l'expression algèbre ou al-muqabala a connu un tel succès, c'est parce qu'elle a été reprise par les successeurs d'Al-Khawarizmi. Le premier connu est Abu Kamil. Il écrit seulement quelques décennies après Al-Khawarizmi. J'ai bien examiné les livres des savants en arithmétique. J'ai cherché ce qu'ils ont dit et inspecté ce qu'ils y ont écrit. J'ai alors vu que le livre de Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, connu comme Algèbre et Al-Muqabala,
est le plus valide quant au fondement et le plus vrai quant à l'inférence. Il est du devoir de ceux qui s'adonnent à l'arithmétique d'admettre sa priorité, de lui reconnaître science et éminence, étant donné que c'est lui qui le premier composa un livre, en algèbre et al-Muqabala, que c'est lui qui l'a commencé et c'est lui qui a inventé ce qu'elle contient de fondement. À la suite d'Abou Kamil, les plus grands savants arabes ont écrit sur l'algèbre d'Al-Khawarizmi. Ils l'ont commenté, enseigné et prolongé. Voici ce qu'en dit le plus grand historien arabe, Ibn Khaldun. Le premier qui écrivit sur cette branche des mathématiques fut Al-Khawarizmi, après lequel vint Abou Kamil. On a généralement suivi la méthode d'Al-Khawarizmi et son traité sur les 6 problèmes de l'algèbre est un des meilleurs ouvrages composés sur cette science. Beaucoup d'Andalousiens ont écrit sur ce traité d'excellents commentaires. Nous avons aussi entendu que quelques-uns des mathématiciens les plus illustres de l'Orient ont étendu le nombre des équations au-delà de ces 6 espèces, l'ont porté à plus de 20 et ont découvert pour toutes ces espèces des procédés de résolution sûrs, fondés sur des démonstrations géométriques. Dieu exalte parmi les créatures qui il veut. Et les créatures en question, qui avaient classifié les équations de degré 3 et les avaient résolues géométriquement, étaient Omar Khayyam et Al-Toussi, qui venaient effectivement d'Orient. Quant aux Andalousiens commentateurs, il y avait parmi eux Al-Yasamin. C'était un savant berbère qui avait fait ses études puis enseigné à Séville, la capitale de Al-Andalus, la partie musulmane de l'Espagne actuelle. Cet Al-Yasamin a composé un poème didactique, largement diffusé pendant plusieurs siècles après lui. Il y décrit les fondements de l'algèbre de manière extrêmement condensée. Ce poème devait être appris par cœur pour être ensuite commenté par un professeur. C'était une sorte de moyen mnémotechnique d'apprendre son cours d'algèbre. Cette technique du poème didactique est celle des mathématiciens indiens, de Brahmagupta à Bhaskara. Après les louanges à Dieu et son prophète, suivies par les dédicaces et les protestations d'humilité d'usage, Al-Yasamin rentre dans le vif du sujet. Bien que ne cessant de chercher à l'éviter, je n'ai pu que me mettre à la tâche. Je l'ai récité tout en m'excusant pour que le lecteur pardonne toute défaillance. L'algèbre repose sur 3 espèces, les biens, les nombres, puis les racines. Le bien est tout nombre carré, et sa racine, l'un de ses côtés. Vous vous souvenez que le mot arabe « mal », qui signifie « bien, fortune », désigne la quantité carrée. Le nombre absolu n'a aucun rapport avec le carré et la racine. Comprends cela et va au but. Chose et racine sont synonymes, tout comme les termes père et géniteur. Certaines espèces égalent un nombre composé à d'autres ou isolé. Il en résulte 6 types d'équations dont la moitié est composée et l'autre moitié simple, tous ordonnés. Le double système d'inconnus, le bien et sa racine ou bien la chose et son carré, était donc encore important du temps d'Al-Yasamin. Cette dénomination de chose pour l'inconnu sera reprise dans toute l'Europe par les algébristes de la Renaissance, qui ne conserveront que cette chose comme inconnue. À peu près au moment où Al-Yasamin écrivait son poème, Fibonacci écrivait son livre de l'abaque. Vers la fin, il ne manque pas d'expliquer ce qu'est l'algèbre. Fibonacci comprenait l'arabe qu'il avait appris dans sa jeunesse. On pense néanmoins que sa principale inspiration vient d'une traduction latine du livre d'Abou Kamil.
Voici le début de la troisième partie, dans le chapitre 15 du Liber Abaci. Ici commence la troisième partie sur la solution de certains problèmes selon la méthode d'algèbre et al-Muqabala, c'est-à-dire proportion et restauration. Dans la marge, vous voyez qu'il est fait mention de Mahomet, qui désigne Al-Khawarizmi. Le texte commence comme tous les livres d'algèbre arabe, par les trois modes, racine, carré et nombre simple. Le Liber Abaci va inspirer de nombreux livres d'abac jusqu'à la Summa Arithmetica de Luca Pacioli, qui à son tour déclenchera le développement de l'algèbre dans l'Europe du XVIe siècle. Ce que vous voyez ici est extrait du traité général des nombres et de la mesure de Tartaglia. La traduction est d'un certain Guillaume Gosselin, natif de Caen. Cette édition date de 1578. Tartaglia fait clairement référence à Al-Khawarizmi, qu'il présente comme l'inventeur de l'algèbre. Mais entre le traité de Tartaglia et sa traduction par Gosselin sont parus la première édition de l'algèbre de Bombelli et la traduction des arithmétiques de Diophante par Xylander. Au contraire de Tartaglia, Bombelli fait partie de ces savants de la Renaissance prompts à minimiser l'héritage arabe pour revendiquer la filiation grecque. Il considérera donc, au contraire de Tartaglia, que le fondateur de l'algèbre est Diophante. À la suite de Bombelli, le rôle d'Al-Khawarizmi a été sous-évalué par les Européens du XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Du coup, je vous suggérerais de confronter les sources historiques pour en restaurer la réalité. Non, je ne me bats pas contre des moulins à vent. Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait vous faire penser cela.